Bonsoir à tous et merci d'être avec nous dans ce nouveau numéro de Ça vous parle. Ce soir, on vous propose de revenir sur le parcours de Madame Dewe Gorodé, pionnière de la lutte pour l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie et première romancière kanak. L'annonce de son décès ce dimanche a suscité un hommage unanime du monde culturel et politique du pays. L'occasion pour nous ce soir de revenir sur les quelques temps forts qui ont marqué la vie de Madame Dewe Gorodé. J'en parle ce soir avec mes invités, Virginie Soula, maître de conférence à l'Université de la Nouvelle-Calédonie, spécialiste de la littérature calédonienne. Bonsoir. Bonsoir. Et Nicole Robineau, ancienne élue du Congrès de la province sud en charge de la condition féminine, présidente de la Commission des droits des femmes et de la famille au Congrès jusqu'en 2019. Bonsoir. Bonsoir. Et merci à toutes les deux d'avoir accepté l'invitation. C'est ce dimanche, je le disais en ouverture, que nous avons appris le décès de Madame Dewe Gorodé. Alors la première question, quel est le dernier souvenir que vous gardez, que vous avez partagé avec Madame Dewe Gorodé, Madame Robineau? Personnellement, c'est une séance solennelle au Congrès où elle est arrivée. Elle était déjà très fatiguée et installée devant les officiels derrière. Et moi, j'étais élue, donc je suis allée la voir. Et il y a une photo auquel je tiens beaucoup. Voilà, qui a marqué notre fin de mandature à toutes les deux. Il me semble qu'à ce moment-là, elle vous a demandé d'aller lui chercher un verre d'eau. C'est vrai. C'est ça. Oui, et c'est moi qui suis allée la voir en demandant si elle allait bien. Elle m'a dit, je veux bien, s'il te plaît, un petit verre d'eau et peut-être un petit gâteau si tu trouves. Virginie Soula. Moi, c'était une rencontre au Silo, au Salon international du livre océanien, un des derniers où elle est à l'origine aussi. Où elle est venue, dont elle est absolument à l'origine, et donc autour de la littérature calédonienne et du Pacifique. Quels sont les petits mots qu'elle a échangés? Parce que j'imagine qu'elle a des mots qu'elle transmet, notamment aux femmes. Oui, j'en ai plusieurs, j'en ai beaucoup, parce qu'effectivement, c'était une présence discrète, mais intense, avec à la fois un silence intense et une parole intense. Et je me souviendrai toujours de moments de presque plus de regard, mais c'est vrai, d'échanges autour de l'importance de la littérature, de l'importance de la culture. Voilà, peut-être effectivement des moments d'échange qui m'ont marqué. C'est intéressant, on va y revenir ce soir dans cette émission, parce qu'on parle souvent, notamment ces derniers temps, de la personnalité politique, de son parcours, de ce qu'elle a fait, de ce qu'elle a initié, de ce qu'elle a mis en place pour le pays, mais on occulte, j'ai envie de dire, cet aspect, sa carrière notamment dans la littérature calédonienne, parce que c'est là où on verrait qu'elle a fait un énorme travail qui a été reconnu et salué bien au-delà des frontières du pays. Je vous propose que l'on regarde un extrait du documentaire qui a été diffusé en 2016 sur Calédonien, bien évidemment. Il s'intitule « Écrire le pays » de Deborah Walker et Neil Morrison. C'est un extrait qui retrace en quelques minutes le combat d'une figure politique qui aura consacré sa vie à la cause kanak et calédonienne, qu'elle a toujours fait transparaître dans ses écrits. On regarde. After her return from university study in Paris while a teacher and single mother, she became a founding member of two militant separatist parties seeking equality and emancipation from French rule for her Kanak people. She was sent to prison on 3 occasions. Continuing the political struggle through the violent troubles of the mid-1980s, she eventually achieved high political office as Vice President of the government of New Caledonia. Astonishingly, she also became a leading Pacific author. Who is Dewe Gorodé, and how has her political and literary oeuvre contributed to the process of nation building in what we describe? Alors, qui est Dewe Gorodé? Je vais commencer avec vous, Virginie Soula. Écrivain ou écrivaine? Alors pour moi, elle est les deux. Elle est d'abord le premier écrivain kanak. Pourquoi au masculin? Parce que elle est la première à se lancer dans une carrière littéraire, dans une carrière artistique via la littérature, de manière pleinement assumée. Il n'y a pas eu d'homme avant elle qui ait assumé cette démarche artistique et littéraire. C'est pour ça que je le dis au masculin d'abord, et puis ensuite elle est évidemment une écrivaine avant toute chose, puisqu'elle on connaît son combat féministe qui se transparaît à travers ses œuvres. Donc elle est le premier et une écrivaine. Comment s'est-elle inscrite dans la littérature calédonienne? Quelle est sa marque? Elle a un rôle fondamental dans la littérature contemporaine calédonienne,
parce qu'elle est la première à écrire en français, à se lancer, à la première femme kanak et la première écrivaine kanak, donc à se lancer dans une carrière littéraire. Elle marque évidemment la littérature par Sous les cendres des conques, qui est un recueil de poèmes militants qui paraît dans les années 80, en plein cœur de la période qu'on appelle les événements, et qui est fortement anticolonialiste, qui répond en fait à la mouvance dans laquelle elle s'inscrit à cette époque-là. Et puis ce qui est intéressant, c'est que son œuvre va suivre son cheminement politique et va évidemment s'ouvrir aux autres, créer des passerelles vers les autres communautés, en tout cas exprimer les ponts qu'elle crée et qu'elle tisse avec les autres communautés, le combat des femmes, enfin voilà, tout ça transparaît dans sa littérature. Vous êtes venu justement avec des ouvrages de Dewe Gorodé, Dire le vrai notamment, qui est traduit en anglais. Est-ce que vous avez choisi un passage ? Juste un minuscule passage, si vous voulez, mais qui est justement être avec l'autre, qui illustre particulièrement bien ce recueil Dire le vrai, qui est coécrit avec Nicolas Kurtovic. Donc c'est vraiment un duo d'écriture fortement symbolique et qui paraît à peu près à la période de l'accord de Nouméa. Donc rapidement, être avec l'autre, sur les pas de ma mère vers la terre, sur la voie de l'ancêtre vers la terre. La voix de mon père dit qu'il faut partir au champ, à l'école, ailleurs, vers les autres, pour vivre et être, soit avec les autres, où que tu sois. Je ne vais pas vous le lire en entier, mais voilà la force de son écriture. Partir vers les autres et être soi, ce sont des valeurs que vous avez ressenties ? Oui, c'est une altérité qui n'était pas évidente au départ, parce qu'elle avait effectivement un combat très sectaire, certains pourraient dire, intransigeant pour les autres politiques. Donc cette approche pouvait créer des barrières, des ruptures avec des gens qui ne partageaient pas ce qui était mon cas. Mais cette altérité, on l'a trouvée au travers du féminisme dont vous parliez. Et au-delà du féminisme, cet amour de l'autre, cette altérité qu'on a retrouvée chez les femmes et qui nous ont à la fois enrichis dans des horizons complètement différents qu'elle a accepté de me faire partager. Et c'est à ce titre-là aujourd'hui que je voudrais saluer ce personnage. Moi, j'aime beaucoup les personnages et en Nouvelle-Calédonie, on a quelques personnages dont elle fera définitivement partie. Et ce personnage-là m'a fait partager, m'a accueilli, m'a amené sur le terrain de femmes dont je ne connaissais ni la coutume, ni la façon de vivre. Et quand on s'occupe des femmes en Nouvelle-Calédonie, contrairement à la métropole ou même à Tahiti ou ailleurs, il faut connaître, bien sûr, parce qu'on a un droit, c'est unique au monde, on partage ce droit. Voilà, donc il fallait absolument connaître. On ne peut pas parler de féminisme des femmes. Donc ce sont cette femme-là et d'autres, Marie-Claude Chibaou et d'autres qui m'ont emmenée sur le terrain. Et j'y ai vécu, immergée, pas passer une heure, mais faire la cuisine avec les femmes, rester avec les femmes. Et c'est notamment grâce à elle et grâce à toute son équipe, Astrid, Roland, etc., que j'ai pu connaître, approcher et en tout cas travailler au niveau des femmes de ce territoire. Alors justement, Nicole Robineau, vous avez présidé la Commission des droits des femmes et de la famille au Congrès jusqu'en 2019 sur 2 mandats. Je propose que l'on regardez cet article des Nouvelles-Calédoniennes. Vous allez la voir. Voilà. Est-ce que vous vous souvenez de cet article ? Oh, bien évidemment. Alors la photo a été prise à Marais, c'était l'enterrement, je crois, de Nidoche, Nesline, à Marais. On s'est retrouvés toutes les trois de façon très, je ne peux pas dire maternelle, mais fraternelle, avec Françoise Caillard, avec Dewe et moi. Et à l'époque, on était les 3 figures qui s'occupions des femmes, avec un souci qui n'a toujours pas été abouti, qui a été un petit peu mis de côté, et je le regrette parce qu'on ne peut pas
Lequel? Celui de mettre les hommes sur le sujet des femmes. Donc, pas de façon anecdotique comme ça, mais vraiment prendre ce sujet de société, ne pas le laisser aux seules mains des femmes sous peine de les isoler et de ne pas faire comprendre les enjeux de société. Ça veut dire qu'il fallait travailler avec les hommes. Bien sûr. Donc là, cet article-là est réservé à ce sujet-là. Voilà, on parle de ça dans cet article. C'est comment inclure les hommes. Ça date de 2018, je crois, cet article. Non, peut-être même avant. Et on avait fait des campagnes avec les hommes. 2018. Et je pense que c'est le sujet principal qu'il ne faudrait pas lâcher, et notamment, bien sûr, avec les coutumiers, avec les autres. Alors justement, vous disiez que les échanges avec Dewey Gorodé en commission sur la condition féminine font d'elle une visionnaire, c'est-à-dire une visionnaire, c'est-à-dire que c'est... En fait, ce qui m'a frappé chez elle, comme beaucoup de femmes d'ailleurs, kanak notamment, c'est l'évolution où on est parti, nous aussi, avec, et comment la pensée et le partage a pu faire que les choses évoluent. Et c'est tout le défi et le pari d'être des femmes ensemble pour évoluer, faire évoluer cette société de la Nouvelle-Calédonie de l'intérieur. C'est pas le pari d'être féministe et d'avoir un peu plus d'égalité et tout ça. C'était difficile pour Dewey Gorodé de faire face aux coutumiers, de faire face aux hommes de la famille politique et parfois même de sa propre famille. Il y a cette coutume dont on parlait tout à l'heure et il y a l'engagement politique et tout ça, ça crée des barrières, des freins, des obstacles qu'il a fallu lever. Et c'est parce qu'on a été ensemble sur ces obstacles au début qu'on a créé des liens très particuliers qui nous ont permis d'ouvrir nos horizons. Moi, je me suis ouvert des horizons. Elle, avec nos échanges, des fois un peu vifs, un peu, etc., on a pu échanger sur l'importance du sujet dont on s'occupait au-delà de l'anecdotique. Je propose que l'on regarde un deuxième extrait du documentaire, toujours le même documentaire qui a été diffusé en 2016 sur Calédonia, intitulé « Écrire le pays » de Deborah Walker et Neil Morrison. On regarde et on réagit juste après. Madame Dewey Gorodé, pour moi, fait partie des personnes phares du pays, qui sont des exemples pour nous. Un artiste engagé, une poétesse engagée. Le travail politique, c'est quand même une des personnalités dans ce pays, et surtout en tant que femme, dans sa détermination à amener ses idées jusqu'au bout. Le fait de ce développement de ces personnalités importantes, notamment Dewey, c'est exactement le même profil, c'est qu'ils sont fondamentalement bilingues, ils sont fondamentalement biculturels. Et pour moi, c'est mon combat. C'est toute la question du bilinguisme à l'école, en commençant dès la maternelle. Ce que j'ai vécu, quand je l'ai rencontrée, j'ai quand même trouvé une femme en souffrance. Alors, en souffrance, je pense, sa propre souffrance, mais aussi la souffrance de son peuple. Et puis, révoltée aussi. Une forme de révolte en elle, mais pas seulement en elle, parce que je rencontre aussi les autres, les hommes qui étaient là aussi, et ils sortent des événements des foulards rouges, et puis c'est mai 68 aussi en France, tout un contexte là qui fait que on se retrouve, et puis Dewey, elle est là, très militante. Oui, donc Dewey Gorodé, je la connais depuis très longtemps. J'ai de très bonnes relations avec elle et je la respecte. Et je la respecte d'autant plus que Dewey Gorodé est quelqu'un qui a une très forte personnalité. Et donc cette personnalité se respecte. Une très forte personnalité, une personnalité qui se respecte. On va y revenir parce qu'on aimerait aussi que vous nous racontiez comment on peut tenir 20 ans, comment expliquer une telle longévité au sein du gouvernement avec la même régularité. On va y revenir, mais j'aimerais qu'on revienne tout d'abord sur un terme qui a été employé, bilingue, dans cet extrait. Madame Robineau demandait, avant cette émission, pourquoi elle écrivait toujours en français. Sans doute parce qu'elle souhaitait
rendre ce texte, ses convictions accessibles à tout le monde? A-t-elle été inspirée par la négritude avec M. Senghor notamment? Oui, elle a fait Dewe Gorodé, c'est une des premières, elle fait partie de la première génération de Kanaks qui vont faire des études supérieures, et notamment en métropole, les diplômés de l'université de Paul Valéry à Montpellier. Elle revient avec sa licence de lettres et effectivement, on est dans l'après 68 et ces étudiants, ils ont lu effectivement les poètes de la négritude, ils ont lu des auteurs francophones qui ont comme ça des combats, des revendications indépendantistes ou qui ont eu un peu plus tôt. Et donc, Dewe Gorodé, elle est nourrie effectivement de la littérature francophone, africaine, caribéenne, de la littérature tiers-mondiste, et elle fait le choix effectivement d'écrire en français et non pas en païchi, en tout cas d'écrire sa littérature en français pour diffuser le message qu'elle a à faire passer, qui est d'abord un message politique, et puis ensuite elle va poursuivre avec la suite de son œuvre va se dérouler naturellement en français pour ces raisons-là, parce que le français est véhiculaire en Nouvelle-Calédonie et puis peut être transmis même au-delà des frontières. Dewe Gorodé a siégé, je le disais, 20 ans au gouvernement, Madame Robineau de la Nouvelle-Calédonie. Donc depuis 1999, le premier gouvernement du pays, présidé par Monsieur Jean Lec. En 2001, elle est vice-présidente du gouvernement, une première d'ailleurs pour les indépendantistes. Et elle siégera au gouvernement jusqu'en 2019. Comment peut-on expliquer une présence permanente, enfin en tout cas sur 20 ans au sein du gouvernement, en politique? Comment est-ce que vous pouvez l'expliquer, Madame Robineau? C'est difficile que ce soit pour un sportif de très haut niveau, quoi que ce soit. Dans une génération, il y a des personnalités qui ressortent, qui ont une autorité naturelle, un engagement extrêmement fort, qui impose une présence et qui impose des idées et tout ça. Et je pense que si elle a traversé tout ça en évoluant, c'est ça que moi je voudrais revenir là-dessus, parce qu'en fait, Dewe Gorodé, tout en ayant cette stabilité dans ses convictions, etc., a été un personnage que moi, en tout cas, j'ai eu la chance de côtoyer pendant plusieurs années et que j'ai vu quelque part s'ouvrir à la bienveillance. Moi, les dernières années, quand elle avait cette bienveillance envers moi et reconnaissant tout ce que j'avais fait dans les tribus au niveau des Kanaks, je voyais qu'elle partageait avec beaucoup plus d'ouverture qu'au départ. Mais je pense, pour revenir à votre question, qu'elle a vraiment duré. Oui. Parce que c'était quelqu'un d'exceptionnel. C'était quelqu'un d'exceptionnel. C'était une femme qui avait une forte personnalité. Je me souviens du moment où elle disait, au lendemain de la démission de Roch Mamitan, quand il était membre du gouvernement, qu'elle allait tenir son poste coûte que coûte jusqu'à la fin de son mandat. On sortait déjà, à l'époque, j'étais très jeune quand j'ai regardé son intervention. J'ai senti, sa personnalité. Est-ce que c'est ce qui lui a permis de tenir longtemps et de faire tête aux hommes politiques? Je pense qu'elle avait à la fois une cohérence dans ses idées, la suite dans ses idées, la personnalité, l'autorité qu'il fallait pour durer. Et vis-à-vis des hommes surtout, elle était en charge quand même des affaires coutumières et avec toutes les difficultés que ça pouvait poser à son niveau. Et si elle a su tenir, moi je vous assure que quand elle rentrait quelque part, elle était assez silencieuse finalement. Chaque mot qu'elle disait avec une importance particulière, on l'écoutait avec beaucoup d'attention. Vous disiez qu'elle impose une présence, des idées. Est-ce que c'est ce rôle-là qu'elle a tenu au sein de la littérature calédonienne? Disons qu'elle a impulsé énormément de choses au niveau culturel, particulièrement évidemment en faveur du développement de la littérature, à l'initiative d'énormément de structures, d'événements culturels, le silo que j'ai mentionné, la Maison du Livre, bien évidemment, le Poémar dans d'autres domaines et bien d'autres. On pourrait difficilement les mentionner tous. Festival des Arts mélanésiens. Absolument. Et c'est vrai que pour la littérature, elle est à la fois, elle est un pilier de la littérature calédonienne. Elle l'a été longtemps, elle le sera encore, évidemment, et elle a ouvert la voie
à de jeunes artistes. On voyait tout à l'heure Paul Wameau. Évidemment, elle ouvre la voie à une nouvelle génération d'auteurs. Alors justement, voilà, c'était la dernière question que je voulais vous poser. Quelles sont ses influences sur la nouvelle génération? Oui, elle a ouvert la voie. Elle a ouvert la voie. Elle permet à l'écriture francophone kanak de se développer. Avec, on peut compter évidemment sur Paul Wameau, sur Noëlla Poémate, sur Léopold Nachipan. Évidemment, elle ouvre la voie à toute cette nouvelle génération, mais aussi à des auteurs calédoniens européens. Je pense notamment à Vincent Vuibert. Enfin, il y a comme ça des gens et bien d'autres qui écrivent, non pas parce qu'elle a évidemment écrit, mais qui s'inscrivent comme ça dans une littérature calédonienne qui est fortement ancrée, qui délivre un message et qui regarde la société calédonienne. Et qui la regarde avec un regard assez vif, assez acéré, comme elle le fait dans Outemourounou, dans l'épave. Voilà, c'est pas un regard... lisse, épuré. C'est un regard vraiment acéré. On le voit aussi dans des interventions, et notamment dans des documentaires. Là, c'est le cas de cet extrait du documentaire intitulé Le monde invisible de Dorothée Tramparan. Elle marque avec conviction quelques aspects des signes identitaires, plus précisément au milieu kanak. On regarde. C'est ce que les Occidentaux nomment un mythe fondateur. Moi, en fait, je n'emploie pas le terme de mythe. Et vous, les Blancs, quand vous dites que l'homme descend du singe, c'est de la science. Et nous, quand nous disons, nous les Kanaks, que l'homme descend du lézard, tout d'un coup, vous dites que c'est du mythe. Mais pour nous, ce n'est pas du mythe, puisqu'on est là. Donc moi, je n'emploie pas le terme de mythe. J'emploie plutôt Yamin. Yamin, c'est ça le terme. Yamin en langue païki, c'est le récit fondateur et historique. Le lézard est un invisible très important chez nous parce qu'il vient des origines. Il y a un cric juste en bas et c'est le cric qui sépare mon jardin ou mon petit parc du domaine du lézard. Le lézard, il reste là dans son espace et c'est pour ça que l'endroit est laissé en l'état. On voit bien la différence entre mon petit parc là et juste en face. Je ne le vois pas, mais comme tous les invisibles, lui me voit sans doute. Voilà un extrait du monde invisible, on l'a vu. Oui. C'est pas une position lisse. Si vous me permettez, je voulais juste rajouter quelque chose à ce que vous me demandez, pourquoi elle a duré comme ça longtemps et tout. Parce que je pense que c'était à la fois une femme de pensée, c'est-à-dire qu'elle avait une philosophie, une vision à elle, une femme de pensée, mais une femme d'action aussi. C'est rare d'avoir les deux. C'était quelqu'un de très pragmatique et elle a su notamment, par exemple, transformer sa pensée au moment, ce 24 septembre, en fait de la citoyenneté, créer le Haut Conseil des violences. Enfin, elle a su transformer dans des structures et tout, parce que voilà, c'est pas donné d'avoir les deux en même temps. On arrive déjà au terme de cette émission. Vous voulez peut-être rajouter que c'était effectivement intéressant de voir cet extrait sur les invisibles. Je pense qu'effectivement, Dewey Gorodé, c'est quelqu'un qui est fondamentalement habité par sa culture et qui n'a pas peur de la transmettre, qui la transmet par évidemment sa vie, son action, mais aussi évidemment par sa littérature et dans toute la complexité de ce qu'est la culture kanak. C'est ce qu'elle essaye, enfin c'est ce qu'elle retranscrit et qu'elle écrit à travers sa littérature. C'est intéressant et c'est pour ça qu'elle est effectivement une chef de file et la chef de file. Les deux chantiers qui lui tenaient à cœur, les signes identitaires et la transmission. Je ne sais pas si c'est la fin, mais je voulais vraiment le dire. Je pense que c'est en travaillant avec elle sur le terrain que vous avez découvert. Non, mais je voulais monter à l'enterrement à Poney-Rivoin, bien sûr. Et quand Astrid Gopoé m'a appelé en me disant est-ce que tu peux nous représenter, venir à l'émission de Calédonia, je vais vous dire ma fierté, la reconnaissance qui
qu'il y a la confiance qu'on peut avoir ensemble. Et pour moi, c'est un énorme honneur que j'ai aujourd'hui de parler de Dewey. Voilà, ce qui peut étonner peut-être certaines personnes. Que je sois là, moi, aujourd'hui. Ça, ce sera une autre histoire. Voilà. En tout cas, nous, on vous remercie. Merci à toutes les deux de nous avoir consacré un peu de votre temps pour venir et échanger et partager sur cette grande personne-là, cette grande page de l'histoire calédonienne qui a tourné, mais qui est toujours dans notre tête, puisque le monde dans lequel on vit, la société calédonienne, elle l'a forgé, on le vit encore, on va vivre encore quelques années dans cette société. Merci à toutes les deux. À vous. Virginie Soula et Nicole Robineau. On vous souhaite une excellente soirée sur Calédonia et à très bientôt pour de nouvelles émissions. Merci à vous.